Est-ce qu'on est prêt pour la clôture? Voilà, dernière intervention de la journée. On va finir cette 6e édition de des Biarritz Good Fashion avec Isabelle Lefort, qui est cofondatrice des Paris Good Fashion, d'où ces petits bugs. Et merci beaucoup Isabelle d'être là avec nous, pour nous accompagner aujourd'hui. On a beaucoup parlé de comment on devait sensibiliser les consommateurs sur les pratiques d'économie circulaire. On a beaucoup insisté sur les faits, ça a été dit à plusieurs reprises, sur le fait que les vêtements dont on n'a plus besoin, il faut absolument les mettre dans les bennes de collecte qui sont dédiées à cet effet. Il nous reste encore à définir ce qu'on va faire de ces vêtements-là. Donc c'est la question essentielle des déchets textiles. Il nous reste à définir ce que c'est un déchet textile, qu'est-ce que c'est un vêtement usagé. C'est encore des définitions qu'on se doit déconstruire ensemble dans la filière, dans les politiques publiques également. Et Isabelle, du coup, va nous restituer sur une position paper qui a été présentée auprès de la Commission européenne avec des préconisations sur comment on devrait traiter ces déchets textiles afin de limiter l'exportation vers d'autres pays, parce que finalement, on ne fait que déplacer les problèmes. Et comment on a besoin aussi, et pourquoi surtout, on a besoin d'augmenter la traçabilité de ces produits, parce que le consommateur, finalement, une fois qu'il a déposé dans sa benne, il perd tout contrôle sur ses vêtements. Et c'est une question très importante pour la filière. J'en dis pas plus, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça marche bien. Je suis ravie d'être avec vous. Merci d'être là. Je sais que la journée a été longue, donc j'espère que je vais parler assez fort. J'ai pris le train ce matin à 5 heures, donc je peux bugger, mais auquel cas, vous me le direz si je bug. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions et à ce que ça soit un peu interactif, parce que je suis un peu seule là pour pouvoir parler. Isabelle Lefort, je suis la cofondatrice de Paris Good Fashion. Et donc, Paris Good Fashion... grosso modo, qu'est-ce que c'est? Si vous ne le savez pas, c'est une association loi 1901 qu'on a créée en 2019 et qui a pour objectif d'aider les acteurs de l'écosystème, donc marques, distributeurs, quel que soit le positionnement, mais aussi les fédérations, les écoles, les prestataires, etc., à réfléchir ensemble pour accélérer le changement. Notre conviction, c'est qu'on va quand même un peu dans le mur et qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut vraiment changer les choses et le faire le plus vite possible, mais aussi pour le faire le plus vite possible, c'est le mieux possible en ne gommant pas et en s'attaquant au contraire à la complexité des problèmes. Donc c'est ce qu'on fait notamment avec le projet Graal. Avant qu'il parte, je remercie d'ailleurs Franck, je remercie Paul-Antoine qui vont partir également, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'on est allé chez GBTEX pour le sujet qui nous occupe maintenant. On est plus d'une centaine d'acteurs, dont vous voyez une partie ici, mais ça se montre pas bien, c'est pas grave. Depuis notre création, on a attaqué à peu près une trentaine de chantiers qu'on a plus ou moins tous abordés dans le fond, etc. On va continuer, on va bientôt préparer notre feuille de route 2024-2030. Et on va justement faire tout un travail d'approfondissement, d'internationalisation aussi de l'ensemble de ces sujets. Donc on vous en reparlera après. Aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est l'encadrement des exportations des TLC usagés. Alors, pour ceux qui étaient, merci beaucoup. Pour ceux qui étaient présents en décembre dernier lors de notre COPIL, on a 2 grosses réunions annuelles avec Paris Good Fashion, une en décembre et une en juin. Et en décembre dernier, nous avons présenté les premiers résultats du projet Graal, où on était arrivé à identifier les 3 technologies sur lesquelles Reset a investigué, etc. À l'issue de cette présentation du projet Graal, donc pour améliorer le recyclage, Sophie Bonnier de Kering a pris la parole et qui s'occupe d'économie circulaire, ainsi que Dounia Von de Vestiaire Collective. Toutes les 2 ont travaillé et avaient travaillé et rentré de voyage au Ghana, à Kantamanto. Et là, elles ont eu un coup de cœur en disant « Ok, c'est formidable le recyclage, mais aujourd'hui, le plus gros problème qui se pose à nous, c'est la question des exportations. » Ce qui se passe sur le marché de Kantamanto, donc au Ghana, c'est 15 millions de vêtements qui arrivent chaque semaine.
15 millions de vêtements chaque semaine au marché de Cantamento. Et plus de la moitié, voire au-delà, terminent sur les plages ou terminent dans les décharges sauvages. Et non seulement il y a ce problème écologique, mais il y a également un problème social dont on parle peu. Mais grosso modo, ces balles, quand elles arrivent et elles sont portées majoritairement par des femmes, avec ou pas sans bébé, et il y a énormément d'accidents, mortels ou pas, etc. Mais c'est un problème non seulement environnemental, mais c'est aussi un problème social. Donc quand elles ont toutes les deux poussé ce coup de gueule plutôt, corrige-moi Charlotte, sans trop demander d'ailleurs l'avis à nos administrateurs, j'ai dit réfléchissons à lancer un groupe de travail pour agir. Mais agir, développer un groupe de travail, nous, notre obsession, c'est d'être utile. Donc c'est pas pour faire de la politique comme ça, ou c'est pas pour donner un coup de gueule, c'est comment on peut être utile. Donc on s'est mis à travailler avec ce groupe de travail, donc composé de Vestiaire Collective, avec qui nous avons copiloté ce groupe. Sophie Bonnier de Kering nous a rejoint avec une partie de ses équipes, mais aussi l'IFM. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe au niveau des exportations? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, quel est l'éco-organisme qui, en France, qui s'en occupe? C'est Refashion. Mais même sur ce point-là, on ne savait pas trop comment fonctionnait le modèle de Refashion. Où va l'argent? Comment il est financé? Qu'est-ce qui est fait exactement, etc. Donc, notre premier point a été discuté avec Refashion, puisqu'on n'est pas dans l'opposition avec Refashion, mais on s'est dit il faut étudier le modèle de Refashion pour comprendre ce que l'on peut faire et comment on peut potentiellement l'améliorer, sachant qu'aujourd'hui, au niveau européen, dans le cadre du Green Deal et de toute la stratégie textile européenne notamment, il y a les déchets et notamment les exportations de textiles usagés sont pointés du doigt par le législateur et qu'il va falloir les changer. Donc, on a discuté avec Maude, avec Sandra, avec Véronique Allaire, avec Adèle, et on a décortiqué le modèle de Refashion en disant, finalement, c'est le seul éco-organisme en Europe qui aujourd'hui soit véritablement développé et qui est performant depuis 10-15 ans. Est-ce que l'on peut le dupliquer directement comme ça dans d'autres pays? Bon. De là, on s'est dit, c'est très bien d'étudier le modèle de Refashion, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse un travail bibliographique. Donc, on a lu toutes les études, tous les position papers qui étaient déjà existants, dont celui de Greenpeace. On a multiplié les interviews, donc on est allé discuter avec la Fondation MacArthur, avec Greenpeace, avec Euratex, et puis on a pu aussi aller sur le terrain. Et c'est là où Paul-Antoine nous a accueillis en janvier ou février, je ne sais plus, donc dans l'usine de GBTEX en direction de Rouen, ou après Rouen, je ne sais plus exactement. Et derrière, dans l'après-midi, nous sommes allés au relais Val-de-Seine, qui est non loin. Et là, on a pu véritablement mesurer ce que sont les montagnes de textiles usagés qui arrivent chaque jour. Alors, GBTEX, pardon, Paul-Antoine, mais vous représentez, je crois, à peu près 20%, vous traitez à peu près 20%, vous collectez à peu près 20% des gisements, si on compare avec le relais qui est plutôt à 80%. Et je te regarde, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça, Paul-Antoine? C'est bon. Et il y a il y a une société privée et une société de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce n'est pas les mêmes fonctions. La fonction, c'est de trier et de collecter, etc. et autres, mais ce n'est pas le même modèle économique et ce n'est pas le même modèle in fine. Donc, à l'issue de tout ça, on s'est dit, finalement, comment être le plus utile possible? Eh bien, c'est de faire des recommandations auprès de la Commission européenne, mais aussi auprès du Parlement, puisque il y a une révision actuellement de la directive relative aux déchets dont font partie les exportations des textiles usagés. Et donc, on a fait ce position paper. Pour le faire bien,
Et pour elle, parce que s'adresser à Bruxelles, il y a des règles, c'est une forme de lobbying, donc il faut faire ça très très bien. Donc on s'est appuyé sur une société qui s'appelle To Be Policy, qui est dirigée par Baptiste Carrère-Pradal avec Bent Bauer, et qui ont également, c'est eux qui sont à l'initiative du Policy Hub, qui regroupe un certain nombre de sociétés et de groupes du textile au niveau européen pour faire du lobbying et suivre toutes les réglementations et les législations qui sont en cours de changement. Vous savez, il y a 16 textes actuellement dans le cadre de la stratégie textile européenne et du Green Deal qui sont en cours. Donc, avec eux, on a appris à structurer, à hiérarchiser et à mettre les bons points qu'il fallait, etc., mettre en valeur pour être reçus par les politiques et la Commission européenne. Donc, ce qui a été le cas, on a envoyé début septembre, après avoir partagé aussi avec Refashion, on ne voulait pas qu'ils découvrent et par surprise, etc., parce qu'eux sont en train de préparer quelque chose, un position paper, mais ça prend plus de temps que pour nous. Et donc, on leur a partagé et nous avons envoyé le mail avec le position paper. Et grosso modo, 2 heures après, on avait une réponse du cabinet de Monsieur Pietrini, qui est le directeur de la direction de l'environnement à Bruxelles et qui nous a reçus. On a été aussi reçus au Parlement européen et on a passé 1 heure avec les équipes de M. Pietrini, mais aussi ces 2 responsables, le responsable aux déchets, le spécialiste du textile. Et ce qui était bien, c'est que nous, notre position paper se veut, comme toutes les actions qu'on fait à Paris Good Fashion, très concret, avec des solutions très concrètes qu'on préconise. Et ils ont apprécié notre position paper justement parce qu'il est très concret et qu'il n'est pas global et qu'il n'est pas dans un sens politique. Il est véritablement sur des solutions concrètes. Et il s'inscrit, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Decathlon, et d'ailleurs il y a un webinaire demain de Decathlon qui a travaillé sur ce sujet et qui a fait un position paper qui est plus large que le seul focus que nous avons pris sur les exportations de textiles usagés. Il y a également En mode climat avec Zero Waste, la Fédération de la mode circulaire et en tout une dizaine d'ONG qui ont préparé aussi un position paper qu'ils viennent de publier. Et là aussi, ce position paper, il est dans la globalité de la réforme, de la révision et la création d'une filière REP en Europe. Nous, notre focus, c'est l'exportation. Alors, pourquoi l'exportation uniquement ? Parce que les volumes sont absolument considérables. Donc, si on prend au niveau monde, le volume, le chiffre d'affaires estimé, parce que là encore, c'est très compliqué d'arriver à flécher, à avoir des datas garanties, sérieuses, etc., au niveau mondial. Mais le seul chiffre qui existe, et on prend avec des pincettes, c'est un chiffre d'affaires de 57 milliards de dollars, avec une augmentation de plus 30% entre 2020 et 2021. Au niveau européen, les quantités ont triplé ces 20 dernières années. Élan de la fast fashion, élan de l'ultra fast fashion, avec également, mais pas que, le développement des marques aussi de mode accessible, des pays qui s'ouvrent, etc. Donc un très fort élan de production, de consommation. Alors on va pouvoir parler d'overproduction et d'overconsommation ensuite, mais c'est réel. Et néanmoins, dans ces gisements, et tous les gens qui travaillent sur la seconde main ou sur la collecte et les tri des textiles usagés vous en parleront, une baisse de la qualité très forte liée pour le coup à la fast fashion. En France, c'est 80% des déchets qui sont collectés partent à l'exportation. Et les déchets collectés recensés par Refashion, mais il y a toute une part dont on ne sait pas. Et ça part un peu dans du sauvage. Et il y a un énorme problème sur le sauvage, mais on va en parler ensuite. Donc, les chiffres sont colossaux. Je vous ai cité l'exemple du Ghana en pays destinataire. Bien évidemment, vous en avez en Asie du Sud-Est, vous en avez dans d'autres pays en Afrique, vous en avez également en Amérique du Sud. Vu de France, et comme on est très français, qu'on aime bien se critiquer, qu'on est spécialiste dans le genre, je ne sais plus qui a parlé de philosophers, etc., mais c'est assez juste, n'oublions pas que nous avons un modèle unique qui est Refashion. Donc on peut
critiquer, on peut s'en plaindre, etc. Néanmoins, on est un des pays qui contrôle le mieux, à date, sa filière. Même s'il y a beaucoup de points d'amélioration, etc., ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Par ailleurs, quand on prend par exemple le Ghana, quand vous regardez sur Refashion, où je vous partagerai bien évidemment le lien du position paper, il y a très peu de produits issus de la France qui terminent au Ghana. Ça va beaucoup plus, alors on peut en trouver au Sénégal, on peut en trouver au Togo, mais au Ghana, non. En revanche, vous avez beaucoup de pays, de tissus, de textiles qui viennent des États-Unis, qui viennent des pays anglo-saxons sur cette zone-là. Mais la communication, les reportages, et à juste titre, hein, qui nous ont alertés sur ce sujet, ben, mêlent un peu l'information et tout ça fait un énorme boulga. Et pour le consommateur, mais même pour nous, on ne sait pas très bien ce qui se passe et c'était ça l'intérêt de travailler sur toute cette étude. On a fait et transmis à la Commission européenne et au Parlement européen, on est actuellement en train de faire des rendez-vous, on a calé des rendez-vous avec, au niveau français avec les institutions françaises, auprès du cabinet du Premier ministre, auprès du cabinet du ministère de l'Industrie, auprès du cabinet du ministère de l'Environnement. Et nous avons bien évidemment déjà, enfin non, on présente à tous nos membres, et on a partagé déjà à tous nos membres le position paper, mais on fait un webinaire le 26 octobre si vous êtes intéressés pour y participer avec l'ensemble de mes camarades de Vestiaire Collective et de Kering. Vous serez bien sûr les bienvenus. Les 6 messages clés portent d'abord sur la hiérarchie des déchets. Alors, en fait, normalement, on n'a pas le droit d'exporter nos déchets. Et l'astuce, c'est que ce ne sont pas des déchets, ce sont des déchets usagés qui peuvent servir pour la seconde main. Or, comment on évalue ou comment on définit ce qu'est un déchet, ce qu'est un textile, ou un TLC, pardon, qui est destiné à la seconde main? En fait, il n'y a pas de critères, véritablement, aujourd'hui. Il n'y a pas de définition juste, il n'y a pas d'étude véritablement qui a été faite au niveau européen, etc. Donc la première chose qu'on a demandé, c'est une hiérarchisation des TLC et des déchets des textiles, des TLC usagés, et également d'obtenir une définition claire et que cette étude, elle soit faite de manière indépendante, par un tiers indépendant, et qu'elle soit partageable par tous. C'est absolument indispensable puisqu'il ne faut pas qu'on soit partie prenante, il faut que ce soit des gens extérieurs qui puissent le faire. Donc, je vous donne la réponse de la commission. Oui, c'est en cours. Le fait de faire une étude sur la hiérarchie des déchets et de définir correctement ce qu'est un déchet textile, ce qu'est un textile usagé destiné à la seconde main, est un sujet en cours auprès de la Commission européenne. L'autre sujet a été de dire... et aujourd'hui, et c'est là où c'était extrêmement intéressant d'aller sur le terrain, il n'y a pas de standard de qualité sur les balles de TLC quand ils partent à l'exportation. Vous avez une balle et dans cette balle, il peut y avoir, je vais caricaturer et ne t'énerve pas Paul-Antoine, presque tout et n'importe quoi. Sauf que dans le presque tout et n'importe quoi, là il y a 2 traitements. Vous avez un traitement, enfin, et Paul-Antoine, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un traitement manuel, et quand on arrive chez GBTEX, vous avez une personne, donc une personne, si je ne me trompe pas, grosso modo en finale, qui va prendre pièce par pièce. Et dans ce pièce par pièce, elle va le mettre dans la crème, donc le meilleur. Elle va mettre les produits qui sont plus techniques, plus sportifs, ce qui va être coton, ce qui va plutôt partir sur du recyclage industriel, dont on sait que de toute façon, ça va partir immédiatement sur de la transformation en autres produits, donc non en boucle fermée ni en seconde main, etc. Quand vous êtes au relais, donc le relais a une autre fonction. Le relais, et tu l'as dit Franck tout à l'heure, avait une fonction initiale de créer des emplois et d'accompagner des emplois. C'est un chantier d'insertion. Et ça c'est utile et c'est nécessaire en France. Il n'est pas question de dire que l'ESS, on n'en a pas besoin. Mais le tri est totalement différent. D'abord, une usine qui est bien gérée, GBTEX, quand vous arrivez, vous voyez les volumes qui sont grosso modo rangés. Il y a des gros ballots, mais des grosses balles, etc. Mais c'est rangé. Au relais, ça déborde de partout. Il y a des volumes monstrueux à gérer. Donc, si vous n'êtes pas allé un jour chez le relais, allez-y, parce que c'est extrêmement impressionnant.
Il faut le voir. Et c'est pas, il y a plein de personnes qui travaillent, il y a énormément de personnes qui travaillent. Mais il y a un volume à gérer et un rendement quelque part à gérer. Et ça se fait sur un tapis roulant. Et en fait, ils extraient les pièces qui, a priori, vont être qui vont être positives, qui vont être bonnes à garder. Le reste, ça part directement dans les balles qui partent à l'exportation. Et en fait, là, vous avez un énorme problème de standard de qualité. C'est au long du tapis roulant, même quelque part, une personne chez vous, chez GBTEX, quand elle travaille, elle est formée, elle a 18 mois, je crois, pour être formée, pour avoir une bonne trieuse et qui va bien savoir. Là, au relais, généralement, les gens restent 6 mois. Donc, vous avez parce que de 6 mois, c'est un chantier d'insertion, etc. Ça correspond aux normes. Mais vous n'avez pas le temps de choisir. Et puis, sur quels critères choisir? En fait, on laisse la part aux personnes qui sont plus ou moins qualifiées, les critères. Donc, on a demandé à la Commission européenne qu'il y ait des critères de qualité dans les balles, mais aussi que l'on procède à un tri par pièce. C'est-à-dire qu'on arrête d'envoyer des ballots ou des balles de 600 kg comme ça. On veut un traitement par pièce. Et l'autre point que l'on souhaite, c'est qu'il y ait de la traçabilité, pièce par pièce. Donc, on a demandé ça, donc ils étaient très contents, ils ont approuvé. Ils ne connaissaient pas, la Commission européenne ne connaissait pas ce distinguo tri positif, très négatif dont je viens vous parler. Donc là, ils l'ont bien noté, ils étaient extrêmement intéressés pour le savoir, parce que, en fait, à la Commission européenne, ce sont des fonctionnaires qui ne vont pas forcément sur le terrain. Ils n'ont pas cette remontée comme nous, on peut avoir, d'être sur le terrain et d'avoir les retours des entreprises et des marques ou des prestataires. Donc, ils étaient très intéressés par cette question-là. Sur la traçabilité, ça nous paraît non seulement essentiel pour savoir où vont ces pièces et arrêter d'avoir des anoraks qui arrivent potentiellement au Ghana et qui n'ont rien à faire dans un pays d'Afrique. C'est un exemple caricatural, mais ça arrive. Mais aussi, il y a la question des pays intermédiaires. Et pour le coup, on a été extrêmement surpris, en allant sur le terrain, de voir le nombre de balles qui partent et qui sont étiquetées DUB, D-U-B. Et en fait, elles partent à Dubaï. Et à Dubaï, en fait, on s'est posé la question, pourquoi ça part à Dubaï et pourquoi il y en avait autant? Et en fait, ce que l'on nous a répondu, c'est que, en fait, à Dubaï, c'est plus facile. Ils prennent les balles. Ça va plus vite. Quand vous êtes une entreprise qui a des difficultés, une entreprise d'insertion ou pas, qui a un besoin à un moment donné de trésorerie, qui a un besoin d'efficacité administrative, parce que il faut, enfin voilà, nous sommes des entreprises de mode durable, des entreprises prestataires ou pas, mais nous sommes des entreprises durables. Et donc il y a une question de rentabilité, d'efficacité économique. Eh bien, quand vous envoyez vos balles dans un pays d'Afrique, alors pour ceux, et ça n'a absolument rien contre l'Afrique, je vous promets, du tout, ou dans un autre pays en Asie du Sud-Est, ou dans des pays en Amérique du Sud, etc., il y a les questions administratives. Et c'est lourd, et c'est long. Et ensuite, au-delà de l'administratif, de l'ensemble de la paperasserie à remplir, il y a la question de quand est-ce que vous allez être payé. Et ça, c'est, pour avoir travaillé avec l'Afrique, je peux vous promettre que c'est un vrai cauchemar et ce sont des vraies difficultés. Si vous travaillez avec Dubaï, vous avez une simplicité et administrative qui est enfantine, qui est déconcertante, et une garantie de paiement très rapide. Donc, en efficacité économique, c'est très rapide. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que les balles arrivent à Dubaï? Eh bien, on ne sait pas. Donc, vous allez avoir des prestataires qui vont être très sérieux, et puis d'autres qui seront moins sérieux. Et ça, grosso modo, qui est responsable, comment, pourquoi, etc., ben, on ne sait pas trop. Donc, nous avons donc alerté sur ce point la Commission européenne, qui était consciente du problème de Dubaï et qui nous a dit « Oui, on sait, ce qu'il nous faut, c'est des preuves.
allez sur le terrain, montrez-nous, faites des vidéos, donnez-nous des informations pour qu'on puisse agir. Tant que nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons pas agir. Et ensuite, donc, on a dit, OK, donc on veut cette traçabilité pour qu'on soit sûr qu'au-delà de Dubaï, le produit continue à être fléché et à être tracé. Donc, sur ce, ils ont dit oui. Et derrière, on a rajouté un point qui était, on souhaite que les pays destinataires, on s'assure que ces pays destinataires sont en capacité de réceptionner correctement pour traiter correctement les marchandises qui arrivent chez eux. On n'est pas contre les exportations, fondamentalement. Si elles sont contrôlées, si elles sont tracées, si elles sont de qualité et qu'elles ne portent pas conséquences et n'aient pas un impact négatif sur l'environnement et sur les femmes ou les hommes, enfin sur le social. Et là, la Commission a dit oui, on est prêt. C'est prévu dans la révision. Donc nous allons avoir une demande, il y aura des agréments de chaque pays destinataire qui devra faire un agrément et donc qui sera validé avec un renouvellement, je pense que c'est tous les 2 ou 3 ans, renouvellement de la demande d'agrément avec preuve, etc., qui sera faite. Voilà. Et le dernier point, ce que l'on a demandé, c'est de sortir des silos, mais comme vous m'avez un peu entendu tout à l'heure, vous savez que je crois vraiment à la nécessité de travailler en écosystème, d'ouvrir les portes, de travailler tous ensemble. Et donc, on a demandé à ce que, surtout, la Commission européenne, comme le Parlement, s'appuie sur les travaux, notamment de ReFashion, qui a 15 ans d'expérience, qui a un écosystème qu'elle connaît bien, mais aussi les acteurs de cet écosystème pour modéliser cette future REP au niveau européen. La Commission nous a demandé une chose. Elle nous a dit, OK, donc votre position paper, il est très bien, il est hyper concret, il apporte des solutions, il nous révèle des points qu'on n'avait pas imaginés, etc. Formidable. Nous, on va vous demander une autre chose. Il faut que vous fassiez pression sur le Parlement européen pour que le texte soit voté le plus rapidement possible. Pour quelle raison? Vous le savez, nous sommes à la veille d'élections européennes. Nous sommes en octobre, bientôt fin octobre. Grosso modo, fin décembre, les discussions vont s'arrêter. Et si les votes n'ont pas lieu d'ici février, les textes seront reportés à la prochaine législation. Donc, au mieux, ensuite, on prendra 1 an, parce que le temps que les équipes soient renouvelées, qu'elles se mettent en place, etc. Au pire, selon la majorité qui sera élue, eh bien, le texte sera ou pas adopté. C'est valable pour ce texte-là, mais c'est valable aussi pour les autres textes de la stratégie textile européenne et bien évidemment pour le New Green Deal. Donc, on a bien entendu cela. Il y avait un autre point, mais je ne m'en souviens plus. Donc, je dirais. Et en tout cas, c'était passionnant. C'est hyper intéressant de travailler avec tout le monde, d'associer les uns et les autres. Et je tiens aussi à saluer une chose, parce que cette question des déchets textiles, textiles usagés, puisqu'en fait, on ne peut pas exporter nos déchets, normalement. C'est prévu dans la Convention de Bâle, mais le textile usagé. Eh bien, ça concerne tout le monde. Ça concerne bien évidemment les metteurs en marché, les plus gros metteurs en marché. Donc, on va voir la fast fashion, etc., la mode accessible. Mais ça concerne de loin les marques de luxe. Quand des gens comme Vestiaire Collective ou comme des gens comme Kering ou LVMH vous apportent leur soutien sur ce groupe de travail, en fait, ils sont moins directement concernés. Il y a peu de chances de trouver un tailleur Chanel dans une décharge au Bangladesh ou n'importe où. Néanmoins, leur responsabilité, et parce que le secteur est un secteur qui est extrêmement ultra médiatisé, va dans le sens où il faut travailler pour lutter contre cet impact qui est absolument négatif. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Isaël pour ta présentation. Il nous reste un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des informations complémentaires à partager? Vous êtes tous trop fatigués. Voilà, il y a une question. Anne-Laure? Oui, juste une petite question. Vous avez expliqué que vous avez fait votre position paper et vous êtes en collaboration ou en discussion avec ReFashion. Et je voulais savoir si vous pouvez en dire un peu plus de quelles étaient les conversations que vous aviez et quelle était la suite. Est-ce qu'il y a une suite dans les conversations?
Voilà. Alors, vous savez, Refashion est un immense chantier en cours et en développement, puisque avec le nouvel agrément, ils ont des ambitions, des objectifs qui leur sont fixés très très forts. Donc la structure de Refashion est en pleine évolution. Donc, bien évidemment, c'était hyper important qu'on soit alignés et qu'on se comprenne. Nous, on a une liberté d'action qui est plus forte que celle de Refashion. Refashion est quand même lié à le poids de l'ESS à l'intérieur qui pèse en fait. Ils ont un rôle qui a été délégué par l'État de s'occuper de l'ESS. Nous, on peut dire d'une manière bienveillante, hein, et on soutient l'ESS, mais qu'il y a des progrès à faire, etc. Oui, l'ESS a besoin de financement. Oui, l'ESS, parfois, ils peuvent avoir besoin de trésorerie rapidement parce qu'ils ont des économies qui sont difficiles. Donc, en fait, on est très complémentaires de Refashion et c'est comme ça qu'on l'a envisagé. Donc, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, on a déjeuné ensemble et l'idée, c'est de continuer à travailler ensemble sur les futures avancées de notre position paper, du leur, de ceux, par exemple, qui vont être celui de Decathlon, celui en mode climat. Enfin voilà, il y a toute une partie de lobbying à faire auprès des autorités en Europe, en France, mais aussi ailleurs, hein, parce qu'il y a des textes qui sont en préparation en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc le partage de connaissances est indispensable et il faut travailler main dans la main. Oui, absolument. Ok, merci. Bonjour, Jérémy Jérémy Bois de Decathlon. Je travaille principalement sur le recyclage des chaussures, personnellement. Oui, mais ça rejoint un peu les problématiques du textile, où nous, une problématique sur le recyclage chaussant, c'est surtout qu'on a du mal à estimer le potentiel dans le gisement de chaussures. Et on se pose une question qui est quel est le manque à gagner vis-à-vis de tout ce qui est envoyé en Afrique, mais qui n'est pas réellement réutilisé en Afrique. Je ne sais pas si je suis très clair. Du coup, c'est... Pour les chaussures, le manque à gagner des chaussures qui ne partent pas, qui ne sont pas exportées. Ouais, mais c'est du coup, ma question porte... de ce que j'ai compris, vous êtes plus experte sur le textile. Est-ce que vous auriez une estimation, en gros, du pourcentage de vêtements qui est en trop mauvais état, par exemple, qui arrive en trop mauvais état et qui ne pourrait pas être utilisé, qui, avec des critères de qualité plus stricts, pourrait être recyclé en Europe c'est toute la démarche, notamment c'est pour ça qu'on a lancé le projet Graal, hein, c'est qu'on se dit que voilà, quand vous arrivez à Cantamanto, c'est... plus de 50% qui part dans les décharges publiques, hein, des décharges sauvages, etc. Donc on peut estimer à 50%, grosso modo, sur les exportations. Si on prend la chaussure, c'est dramatique. Je vais faire un test. Qui ne porte pas de sneakers aujourd'hui? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est une minorité. Chaque sneaker a une semelle différente. Chaque sneaker ne peut pas donc être facilement réparable. Si vous allez demain chez votre cordonnier et que vous lui dites « j'adore mes chaussures, mes modèles, pardon, je suis nulle là-dessus, mais mes modèles sneakers Nike 2010, je voudrais les faire réparer parce que j'y tiens », c'est impossible. Or aujourd'hui, une très large partie de la population, à la fois jeune mais pas que, casual, parce que les modes de vie sont de plus en plus, les vêtements sont de plus en plus casual aussi dans les entreprises, eh bien, portent des sneakers. Vous avez ce premier point. Donc, la crème de la crème qui peut partir à la revente, en France, en Europe ou ailleurs, est super difficile. Le deuxième point, quand vous allez sur le terrain, GBTEX ou le relais, c'est que la plupart des chaussures ne sont pas associées. Donc vous avez un gros sac, 100 litres, avec une chaussure, et tout à coup cherchez son petit frère, il n'existe pas. Donc il est impossible, pratiquement, vous ne voyez pas d'envoi chaussures. Ça part directement au recyclage pour
pour des routes, pour du bitume, etc., ce genre de choses. Mais alors, C'est dramatique. une des statistiques de Refashion, c'est que 90% des chaussures partent en réemploi. Je ne peux pas répondre à la question. Ok. Bah, merci quand même. Désolée, hein, mais c'est... Non, mais parce que c'est pour ça que justement, je reviens juste sur le CETIA et le travail qui est fait, qui est un travail de recherche, de développement, etc., hyper important. Mais franchement, on est super loin sur la chaussure. On est très, très loin. Et quand on parle de la chaussure, où il y a une complexité des matériaux, etc., penchez-vous sur les dessous, les soutiens-gorge. Vous avez, ben, je ne sais plus, je crois que c'est de l'ordre de, je crois que c'est 20 matériaux à peu près en moyenne dans une chaussure. Je te regarde Panchika, je cherche les chiffres, je ne suis pas très bonne en chiffres. Vous multipliez par 10 sur un soutien-gorge. Donc là, c'est carrément impossible, en fait, à date. Sauf que ça pèse moins lourd, ça prend moins de place, etc. Les chaussures, ça prend beaucoup de place. On a le temps pour une dernière question. Sinon, on va... Voilà, Panchika. Oui, et juste une chose, parce que je vois que Charlotte, et quand même, je tiens à dire aussi, il y a, parce que là je dresse un tableau très noir sur la chaussure, il y a heureusement des sociétés, mais des marques de luxe, parce que, même si, pardon, je cherche Gauthier, mais je cherche pour le groupe ERAM, est en train de travailler pour développer de la réparation, etc. C'est très compliqué sur la chaussure, parce que ça coûte cher, la réparation. Il va y avoir le bonus, réparation, etc. Très bien. Mais les travaux, véritablement, et c'est de l'investissement, Charlotte, il faut que ce soit une société qui s'engage à faire de l'investissement dessus. Il faut former. Aujourd'hui, il y a moins de 10 cordonniers formés en France qui sortent des écoles. Donc c'est dramatique. Donc il va falloir du temps pour le faire. Et ça doit passer par les marques de luxe de chaussures qui vont pouvoir le faire. Mais on parle de tout petit volume. Mais des marques, par contre, qui ont une très forte notoriété et donc un devoir d'exemplarité et qu'ils le font. Donc je salue Charlotte pour ne pas faire d'erreur. Enfin, sincèrement, je ne vais pas parler pour Refashion. Donc, voilà. Sur la chaussure, moi, je sais ce qu'on a vu sur le terrain et le travail, parce qu'on a un groupe de travail sur la chaussure qui est très compliqué, parce que c'est un modèle à craquer qui est hyper difficile. Donc, on s'appuie beaucoup justement sur les travaux du CETIA, sur les travaux de Refashion là-dessus. Mais c'est vraiment... la chaussure est un énorme trou noir, avec en plus des poids qui sont importants. Hein, donc, c'est lourd. J'ai une petite question, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre. Pour éviter les écueils donc, du tri positif et du tri négatif, est-ce que les citoyens ne pourraient pas participer en pré-triant des textiles qu'ils considéraient, bon alors après c'est subjectif, comme usagés? Par exemple, j'imagine des sous-vêtements, des choses qui seraient vraiment, vraiment abîmées. On sait très bien que si on les met dans la benne du relais, elles ne vont pas être réutilisées, revendues en fait. Alors, tu as beaucoup de choses qui terminent directement à les pièces les plus abîmées, et en particulier sur les sous-vêtements, terminent plutôt dans les poubelles. Hein, elles vont même pas dans les bennes de collecte. Mais oui, la formation au tri des citoyens. Alors la formation, c'est de l'information. C'est aussi du partage, de la sensibilisation. Oui, bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Mais tu en as aussi, demain, j'interviens dans une conférence avec des vendeurs. C'est aussi au niveau de la vente, on peut transmettre des messages sur l'entretien, sur la durabilité, etc. Je pense qu'il faut vraiment en parler ce matin, je crois, sur former s'appuyer sur les forces de vente en magasin. C'est hyper important et c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est eux qui sont le dernier relais avant le post-consumer. Donc eux, ils ont besoin d'informations, mais il faut les former. Et il faut les former dans le temps. Il faut les mobiliser, il faut les sensibiliser. Pour tout vous dire, je discutais avec Inditex il y a peu qui ont mis en place des changemakers dans leurs magasins. Dans chaque magasin dans le monde,
il y a désormais un changemaker Zara. Ce changemaker, quand vous avez un magasin avec de moins de 50 salariés, c'est un changemaker. Quand il y en a plus de 50, c'est 2 changemakers au minimum. Et en fait, ils ont des briefs une fois par semaine sur un thème, après la part d'un papier ou d'une innovation qu'ils ont, etc. Ça, c'est au niveau France. Et une fois par mois, au niveau monde, tous les changemakers sont réunis. Et la difficulté qu'ils ont, c'est de fidéliser les changemakers et pour les changemakers, de mobiliser les autres personnes en magasin. Et par exemple, pourquoi? Parce que alors, il y aura toujours les bons élèves. On leur dit de faire, ils font. Et il y a les gens qui n'en ont rien à foutre. Et ce qu'ils disent, ce que dit Inditex, mais que d'autres disent, on a aussi dans les jeunes générations des gens qui n'en ont vraiment rien à faire et qui ont perdu en fait toute cette éducation, toute cette formation. Donc il y a un gros travail à réaliser, mais on est là et on y croit et on va le faire, etc. Mais c'est un gros boulot. Merci beaucoup Isaël pour ton intervention. Merci pour les questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prendre quelques... Non, je voudrais juste vous remercier pour toute l'organisation et d'avoir été comme ça sur le pont et sur toute cette programmation. Donc merci infiniment. Merci. Je profite pour remercier toute l'équipe de la Chaire Bali, même si Bichente ne veut pas nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir, il a beaucoup participé à l'organisation. Et on remercie. Et on peut remercier Valentina qui a piloté et œuvré et qui m'a demandé, comme elle était fatiguée, de clôturer cette journée-là. Alors je dis, t'es sûr? Parce que c'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, c'est que je veux bien te remplacer si tu es fatiguée, parce qu'elle commence à être fatiguée, donc c'est pour ça elle a beaucoup bossé avec Bichente et son équipe pour organiser tout ça. Et donc d'habitude on demande à un scientifique à la fin de faire la prise de hauteur, et donc là c'est le truc qui vous tue jusqu'à 18h normalement. Et donc j'ai dit, si tu veux je le fais, mais comme elle m'a prévenu il y a 10 minutes, donc j'ai improvisé une conclusion d'envolée. Donc pour conclure, je voulais vous montrer ce tableau de Chris Jordan. Vous connaissez tous le tableau de Seurat, j'imagine. Un dimanche après-midi. Non, ça vous dit rien? Un peu de culture aussi dans ce monde hostile du textile. En fait, vous ne connaissez pas le tableau de Seurat, mais vous allez connaître le tableau de Chris Jordan, qui en 2007 a fait ce tableau. Et si vous zoomez, malgré l'éclairage pourri de l'amphi actuellement, si vous zoomez, ce que vous arrivez à voir, en quoi est fait le tableau? Il est fait en canettes d'aluminium. Et donc en 2007, déjà, Chris Jordan nous a alerté sur le fait qu'il avait utilisé 106 000 canettes d'aluminium pour faire ce tableau. C'était juste la consommation de 30 secondes aux États-Unis. Donc, vous l'avez compris, je redis une dernière fois, mais circularité, ça veut dire qu'on va devoir quand même bouger, développer des solutions qui vont être à la fois créatives, innovantes, en termes de technique, c'est ce qu'on a dit, en termes de services, mais aussi de revisiter nos business models et que tout ça, ça se fasse quand même de manière soutenable, sinon ce ne sera pas jouable. Comme vous êtes fatigué, je me suis dit que si je continue à parler, j'allais vous tuer, donc je vais vous faire bosser. Donc voici des tests que l'on mène en première année à l'Estia, qui correspond à peu près à mon premier cours. Donc j'ai une question, on parlait de zero waste, de minimal waste, voilà un patronage. Donc comment vous pouvez diviser cette forme en 2 parties identiques? Et là je vois la difficulté, mais comme je vois encore des gens à peu près réveillés, j'ai vu que Chanel a trouvé avant tout le monde. Bravo Chanel, vous n'êtes pas dans le luxe pour rien. Donc effectivement ça marche. Attention, si vous êtes meilleur, je peux complexifier, je vais vous demander cette fois-ci en 3 parties. Ok? Voilà, maintenant, le mass market s'y met, après que Chanel ait donné le... Ok, ça marche. Et on va voir si vous êtes vraiment très bon maintenant. Je vais vous demander de diviser en 4 parties. Et là, c'est le drame. Ça partait bien, cette histoire, c'était simple. Il avait l'air cool, ce con de prof. Et puis là, d'un coup, il nous flingue. Alors, si vous essayez des diagonales, ça ne marche pas. Si vous faites des diagonales, vous pouvez faire en 6 parties identiques, et ça ne marche pas. Ah oui, bah oui, oui. Ouais, bah, ça, on peut les découper au hasard aussi. Hein.
Mais on a parlé là de passage à l'échelle, donc comment il faut uniformiser tout ça. Mais bon, alors comme vous fatiguez, puis j'ai pas envie qu'on ira jusqu'à 18h, officiellement on peut rester jusqu'à 18h, mais si on peut partir plus tôt. Si vous avez joué à Tetris, vous avez peut-être une chance de trouver. La seule manière d'y arriver, c'était de faire comme ça. OK? Bon, maintenant, vous avez compris, il fallait faire la petite forme en L, l'imbriquer. C'est comme ça qu'on va devoir trouver des solutions un peu techniques, un peu complexes, pour aller faire tout ce qu'on veut faire dans la circularité. Maintenant, attention, question de rapidité, un peu plus difficile. Je vais vous demander de diviser ça en 5 parties. Dès que vous avez trouvé, vous levez la main. C'est une question de rapidité. Jérémy, un des rares étudiants STIA qui était venu en cours, un deuxième étudiant d'STIA, les autres, vous n'avez toujours pas trouvé. Pourtant, il y a des évidences. Vous pourriez faire un truc très simple, vous pourriez faire comme ça, parce qu'il y en a qui est en train de chercher des trucs hyper compliqués, et aussi comme ça. Hein. Bon, voilà, ça c'était le premier cours que je fais à l'ESTIA. Donc les étudiants me disent. Et en fait, le premier message que je passe, c'est de dire souvent en circularité, on va vous dire qu'il va falloir penser en dehors du cadre, qu'il va falloir trouver des solutions hyper créatives. Mais là, déjà, le seul message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'on a vu que ne faut peut-être pas raisonner en silo, il va falloir peut-être redéfinir le périmètre, il va falloir peut-être échanger nos déchets, nous les mutualiser, et peut-être qu'on va trouver des solutions hyper évidentes, toutes bêtes, revisiter la consigne, des trucs, des conneries qu'on faisait depuis déjà 150 ans. Et peut-être que juste de redéfinir un peu nos périmètres, on va arriver à faire des choses intéressantes avec des parties prenantes et peut-être même casser les silos dans vos départements, on va arriver à faire de la circularité. Maintenant, si vous êtes encore en forme, si vous avez pris des notes, je voudrais que juste en bas de vos notes, sur ce que vous notez, des papiers, des iPads qui consomment tout ça, des ordis, rapidement, vous me dessiniez 3 cercles. Rapidement, parce qu'encore une fois, si vous voulez partir à 18h, on peut, mais si on peut partir dans 5 minutes, ok? C'est bon, c'est dessiné? Alors d'habitude, quand je fais ça à l'ESTIA, il y a des étudiants qui se disent « Ah merde, il faut sortir un papier. » Alors déjà, ça fait une demi-heure, donc on a perdu 20 minutes. Bon, là, normalement, vous aviez tous des papiers. Alors, qui a dessiné un truc comme ça? Ok. Donc là, je peux faire un peu de psychanalyse, mais on va éviter. Qui a dessiné quelque chose plutôt comme ça? Oui, très bien. Qui a dessiné plutôt un truc comme ça? Très bien. Qui a dessiné autre chose que ça? Autre chose que ça? Personne. Si? 1, 2. Allez-y, hein, c'est une bonne chose. Hein, c'est sûr. Hein. Alors, dit autrement, les 3 ou 4, est-ce que vous avez dessiné quelque chose où il n'y a pas d'axe de symétrie? Il y en a? Donc, alors, qui a dessiné un truc sans axe de symétrie? Une personne. Quelle drogue as-tu pris pour faire ça? Alors c'est très bien parce qu'en fait, je pense qu'on va devoir casser nos symétries. Si on va faire de la circularité, on va casser nos linéarités, il va falloir casser nos symétries. Arrêtons de mettre de la symétrie partout parce que c'est comme ça qu'on va rester bloqué. Et un petit entraînement que je peux vous faire, c'est est-ce que vous avez dessiné des cercles? Est-ce que vous les voyez sur cette figure-là? Non? Mais vous allez les voir, je vais vous les montrer. Les voici. Et maintenant, vous les voyez. Donc, vous voyez, les cercles sont là. Et donc, le message que je veux vous faire passer, c'est que dans ce problème de la circularité, on va avoir plein de vérités différentes, de représentations différentes, et on aura tous raison. Donc, il ne faut pas se battre. Faut passer, on va peut-être faire du recyclage chimique. Il y aura plein de vérités qui vont se contredire, plein de représentations. Et puis, le dernier test, c'est celui qui est le plus difficile pour vous. C'est que je suis au PMU avec 4 allumettes, je m'ennuie. Et maintenant, en bougeant une seule allumette, c'est allumette ça sur PowerPoint, hein, j'ai pas trouvé allumette. Donc maintenant, en bougeant une seule allumette, comment vous pouvez faire un carré? Encore? C'est une machine celle-là, c'est pas possible. Non? Si? Chloé demande si tu as... Non, pas du tout. Alors comment on peut faire un carré? Alors ça c'est une truande d'Internet. C'est la nouvelle génération qui truande sur... Effectivement, ce test existe sur Internet. Et sur Internet, comme on trouve des choses intéressantes, notamment ce test, il y en a qui disent qu'en bougeant un peu celle du bas, on peut faire un petit carré à l'intersection des 4, c'est ça? Moi, j'ai quand même mieux, je suis prof à l'ESTIA, donc je ne me suis pas contenté de piquer que des trucs sur Internet. Non, c'est un plus gros carré, un truc plus magnifique, quoi. Donc les étudiants de l'ESTIA, vous n'avez pas le droit de rappeler? Non? Banni? Jérémy, tu t'en rappelles? Tu te rappelles pas? Attends, c'est pas possible. Lui, il a fait... T'as fait
Le cycle SIA, tu as fait 12-24 heures, tu te rappelles pas de ça? Mon Dieu. Bon alors, je peux vous donner la réponse, mais vous allez me détester. C'est con parce qu'on commençait un peu à s'apprécier. Mais je vous donne la réponse. La seule manière de faire un carré en bougeant une allumette, c'est ça, puisque je vous rappelle que 4, c'est le carré de 2. Donc on voit que dans le textile, il n'y a pas beaucoup de scientifiques. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est que dans ces démarches de circularité, il va falloir qu'on casse nos effets de fixation. Je vous ai fait un magnifique effet de fixation, vous cherchiez la forme carrée. Il va falloir qu'on oublie, qu'on essaye de casser tout ça pour trouver des solutions plus innovantes. Et puis le dernier test que je voudrais faire, je ne l'ai jamais fait en Amphi 300, donc il faut que je regarde avec le vidéoprojecteur si c'est faisable. C'est que je vous ai fait 2 cercles. Vous avez vu, je suis très compliqué, hein, carré, cercle, et je peux tenir 2h30 en cours. Et oui, ça marche. Donc ces 2 cercles que j'ai dessinés, c'est simple. Il y a un cercle que j'ai dessiné sur PowerPoint avec une différence de seulement 1% sur le diamètre. Pas sur le rayon, mais sur le diamètre. Donc il y en a un qui est 99% plus petit que l'autre. Je regarde. Alors ne dites pas, n'influencez pas. J'aimerais savoir qui pense que c'est le droit ou le gauche. Donc on va faire qui pense que le cercle le plus petit est celui de gauche. Levez la main. Ceux qui pensent que c'est celui de droite, c'est un peu partagé. Et qui n'arrive pas à avoir de différence? Il faut peut-être prendre des lunettes, ou alors, vous avez raison, parce qu'ils sont exactement pareils. Donc en fait, vous avez vu comment avec un peu d'assurance, un peu de science, j'ai réussi à faire croire dans votre cerveau qu'il y avait une différence. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on va devoir combattre, parce que, bon, je vous les montre, hein, je les superpose, ils sont vraiment identiques. Et j'espère qu'on ne va pas tomber sur des profs ou des scientifiques à la con qui vont, avec un peu d'assurance, vous tuer vos projets. Donc ça veut dire que ce matin, on a vu des courbes sur du CO2. Il va falloir croire les vrais scientifiques qui vont essayer de démontrer des vrais faits, mais ne tuez pas vos projets de circularité si vous avez 2-3 experts à la con et 2-3 scientifiques à la noix qui vont essayer de vous détruire et qui n'auront pas démontré que ce que vous allez faire ne va pas marcher. Donc ça, c'est un peu, j'espère, la promesse qu'on peut se faire ce soir. Et puis, voilà, c'est terminé. 10h45, je vous ai fait gagner un quart d'heure, mais j'aime bien toujours terminer par une citation en allemand. Puisqu'au Pays Basque, il y a une langue un peu bizarre qui s'appelle le basque, qui est aussi insupportable que l'allemand, avec des déclinaisons, des trucs où il faut accorder. Donc ça, j'ai compris tout de suite que je n'apprendrai jamais le basque. J'ai cru comprendre au lycée qu'on m'a dit que j'allais vite arrêter l'allemand. Donc vous avez compris que pour être un si mauvais prof, j'étais un sacré cancre. Et j'ai arrêté l'allemand. Donc comme vous, j'imagine que vous ne parlez pas couramment le Schopenhauer, qui est un philosophe qui est mort récemment en 1860. Qui disait une théorie, alors je vous le fais en français, hein, on est d'accord, vous préférez. Voilà. Moi je trouve que c'est une super citation de Schopenhauer sur la vérité qui dit que ça franchit 3 étapes. Et moi je l'ai un peu détourné parce que je pense que les innovations sur la circularité vont franchir ces mêmes 3 étapes. Je suis très bon en Photoshop, vous avez noté, et je pense que les idées, les projets que vous allez faire sur la circularité vont franchir ces 3 mêmes étapes. D'abord, j'imagine, je ne sais pas, je vois Anne-Laure, quand tu as dit, tiens, on va faire un atelier de réparation gratuit pour les clients, tout le monde t'a dit, c'est pas possible, mais elle est folle, elle ne va pas faire ça. Puis après, tu as dit, si, je vais le faire. Et là, ça a peut-être eu des oppositions. Et puis maintenant, comme tu as réussi, tout le monde te dit, bah, bien sûr, j'ai toujours été avec Anne-Laure, c'était une évidence, il fallait le faire, quoi. Donc voilà, c'est les 3 stades qui vous attendent. Et voilà la relecture que je fais de tous vos échanges d'aujourd'hui. Je suis désolé, je ne vous ai pas fait une présentation scientifique dans les bonnes éditions. Bravo Lantina et à bientôt. Merci Jérémy. Bon, merci à tous pour votre présence. Merci encore une fois aux membres de la chaire Bali. Plus personnellement, je tiens à remercier Isabelle Lefort et Chloé Salmon-Légagnère qui m'ont beaucoup aidé sur la construction du programme. Merci aux intervenants. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Maintenant, on se repose ce soir la chaire Bali et demain, on attaque. C'était important de prendre cette journée pour prendre du recul, réfléchir, échanger ensemble. Mais vous l'avez compris, la tâche elle est immense. Donc demain, on reprend l'action, on reprend les groupes de travail, les travaux scientifiques de la chaire et on continue d'avancer ensemble. Merci beaucoup. Et on vous invite à un petit cocktail organisé par les étudiants de l'ESTIA à l'étage. Merci beaucoup.